Fait. Au deuxième point, c'est je vous passe le bonjour de Sikari Mouté. Il va très bien. Bon, c'était prévu qu'il y ait un معنا. Bon, malheureusement, il va se faire stable شوية. Donc il s'est excusé. Mais Salam alaikum il va très bien. D'accord. Donc on passe à la deuxième partie. Donc Madame Hajra Ayedi, elle va nous en parler de l'embolie pulmonaire et grossesse. Nous allons rester toujours dans le cadre de ces pathologies vasculaires et nous allons voir maintenant l'embolie pulmonaire et la grossesse. Certainement, les liaisons qui unissent embolie pulmonaire et grossesse ne peuvent être que dangereuses, puisque l'embolie pulmonaire est l'une des principales causes de mortalité maternelle au cours de la grossesse. D'ailleurs, de façon générale, les pathologies veineuses thromboemboliques ont une incidence qui varie selon les études, selon les cas publiés, entre 0,3 et 1 cas pour 1000 grossesses, de la conception jusqu'au terme de grossesse, soit 7 à 10 fois plus que dans la population générale. Cette pathologie thromboembolique, elle est responsable d'environ 5 à 10 décès par an. Et malheureusement, le tiers de ces décès peut être évité si le diagnostic est fait à temps et la prise en charge était faite à temps. La survenue d'embolie pulmonaire, de pathologie thromboembolique au cours de la grossesse suppose la présence de plusieurs facteurs de risque. Et au cours de la grossesse, on a plusieurs facteurs de risque. Des facteurs de risque liés à la santé maternelle, des facteurs de risque liés au déroulement de la grossesse mère, au type de délivrance et même à la présence d'anomalies constitutionnelles acquises ou constitutionnelles de l'hémostase. De façon générale, les trois piliers de la fameuse triade de Virchow se voient réunis au cours de la grossesse. On a la stase veineuse, qui commence dès le début de la grossesse et qui atteint son apogée vers la 20e semaine. Cette stase veineuse, elle est favorisée par un éventuel allaitement et surtout par une vasodilatation progestérone dépendante. En plus, par l'augmentation de volume de l'utérus gravide, qui va comprimer entre autres la veine cave, la veine iliaque gauche, et donc elle sera source de thrombose et de d'embolie pulmonaire. Deuxièmement, on a des altérations vasculaires, surtout au cours de l'accouchement par voie basse, mais aussi à la suite de toute autre manœuvre facilitatrice. L'hypercoagulabilité au cours de la grossesse. Le bon Dieu a bien fait les choses. Au cours de la grossesse, il y a augmentation du fibrinogène, augmentation du facteur 5, 9, 10, tout ceci pour produire la thrombine au bon moment. En plus, on a une diminution de l'activité anticoagulante de la protéine S. Par conséquent, tout est fait pour qu'il y ait une thrombose autant voulu. Certaines modifications, je dirais entre parenthèses physiologiques, sont importantes à vous rappeler parce qu'elles expliquent au moins en partie la difficulté du diagnostic de l'embolie pulmonaire au cours de la grossesse. Premièrement, on a une augmentation du volume sanguin. Ce volume va augmenter. Il commence à partir de la 8e semaine jusqu'au milieu de la gestation. Cette augmentation du volume sanguin a deux buts. Premièrement, elle permet de répondre à l'augmentation de la circulation fœto-maternelle. Deuxièmement, elle peut jouer un rôle protecteur vis-à-vis des pertussions à la suite de l'accouchement. Augmentation du volume sanguin suppose une augmentation du volume d'éjection ventriculaire et donc au cours de la grossesse, on peut avoir une augmentation du débit cardiaque, une augmentation de la fréquence cardiaque. Ces deux modifications physiologiques expliquent la dyspnée, la tachypnée, la tachycardie fréquemment rencontrées au cours de la grossesse. En plus, cette augmentation de la volémie avec augmentation du volume de l'utérus et compression de la veine cave inférieure seront à l'origine d'un léger œdème au niveau des membres inférieurs, notamment au niveau malléolaire. Ce qui expliquerait là aussi la lourdeur et la douleur fréquemment rapportées par les femmes enceintes. Ces manifestations, entre parenthèses physiologiques, rendent encore le diagnostic d'embolie pulmonaire difficile. En effet, le diagnostic d'embolie pulmonaire est difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, la nécessité d'obtenir avec certitude le diagnostic. On ne va pas traiter en excès une embolie pulmonaire chez une femme enceinte. Vous savez tous les complications inhérentes au traitement anticoagulant sur ce terrain. Deuxièmement, les signes étant peu spécifiques, avec la fréquence des signes physiologiques que nous venons de décrire, sont fréquents chez la femme enceinte et en plus les examens paracliniques qui pourraient confirmer ou au contraire éliminer le diagnostic peuvent être nocifs.
Donc leur indication doit être bien posée et bien pesée. En plus, les scores de probabilité clinique qui sont utilisés pour une personne normale sont inapplicables chez la femme enceinte. D'ailleurs, toutes les études qui ont permis d'établir ces scores ont exclu les femmes enceintes de l'étude. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan pratique? Eh bien, sur le plan clinique, la réponse est simple, c'est le flair et le bon sens clinique qui doivent guider notre démarche diagnostique. Il faut analyser de façon réfléchie et raisonnée toute symptomatologie apparaissant chez la femme enceinte. En plus, il faut s'acharner à rechercher des stigmates qui pourraient réconforter notre suspicion diagnostique, notamment la recherche d'une thrombose veineuse périphérique. Surtout si elle siège à gauche, dans la majorité des cas, puisqu'il y a une augmentation du volume de l'utérus gravidique, donc il va comprimer la veine iliaque profonde. Généralement, ce sont des thromboses veineuses profondes, donc fémoro-iliaques, avec un risque élevé d'embolie pulmonaire. Cette pathologie thromboembolique périphérique peut se voir dans à peu près les 2/3 des cas, surtout au cours des 2 premiers trimestres. Mais là aussi, il faut faire attention. La symptomatologie, elle est variable et elle peut même être erratique. Une thrombose veineuse profonde chez une femme enceinte peut se manifester par des douleurs lombaires, par une dysurie, voire même une constipation ou bien des douleurs pelviennes. Suspicion clinique avec apport d'examen paraclinique. Pour les examens biologiques, les fameux dédimères sont généralement augmentés de façon physiologique au cours de la grossesse. Donc la valeur seuil généralement adaptée pour une personne normale ne peut être adaptée chez la femme enceinte. Et par conséquent, il y a risque de faux positif puisque la valeur seuil, de façon nanogramme par millilitre, serait trop basse chez la femme enceinte. Les dédimères n'ont de valeur que par leur valeur prédictive négative, qui peut frôler à peu près les 100% au cours des 2 premiers trimestres. Mais là aussi, il faut faire attention parce que ça dépend des méthodes de dosage. Donc les dédimères ne sont pas vraiment fiables, ne pourraient pas être pris en considération dans l'approche diagnostique de l'embolie pulmonaire au cours de la grossesse. Il semblerait que les complexes monomériques de Fibry soient plus promoteurs avec un taux faible de faux positifs. Mais ce sont des tests qui sont actuellement peu utilisés. Nous n'avons pas assez d'études pour confirmer leur place stratégique dans la prise en charge diagnostique, de l'embolie pulmonaire au cours de la grossesse. La découverte d'une acidose métabolique à la gazométrie, ou bien d'une augmentation des troponines ou des BNP serait plutôt en faveur de la gravité de l'embolie pulmonaire et non pas du diagnostic positif de l'embolie pulmonaire. Pour l'imagerie, c'est là le grand problème. Il faut savoir que toute stratégie doit tenir en considération les risques fœtaux. Par conséquent, il faut toujours privilégier les examens les moins invasifs. Les risques d'irradiation étant proportionnels aux doses d'irradiation et inversement proportionnels à l'âge gestationnel. Mais une chose est capitale, il faut toujours se mettre en tête que la recherche diagnostique prime. Une embolie pulmonaire non diagnostiquée est une embolie pulmonaire qui s'accompagne d'une augmentation d'une surmortalité fœtale et maternelle. Les examens d'imagerie peuvent exposer à un double problème, surtout si on a recours à des examens d'imagerie avec injection de produits de contraste. Il y a certes l'irradiation du fœtus, mais aussi il y a risque de passage du produit dans la circulation fœto-maternelle. Aux doses habituellement utilisées, les risques de tératogénicité et les risques d'oncogénicité chez le fœtus sont minimes. D'ailleurs, le risque de cancer ou bien de leucémie est pratiquement nul si les doses administrées ne dépassent pas les 10 mg. Le risque de malformation, généralement, sont diminués si les doses sont inférieures à 50. Sur le plan pratique, l'interruption thérapeutique de la grossesse n'est autorisée qu'à partir de 100 mg. Mais l'injection de produits de contraste chez la mère fait courir le risque d'une hypothyroïdie fœtale. Par conséquent, il faut toujours avertir le pédiatre et doser la TSH chez tout nouveau-né dont la mère a bénéficié d'un angioscanner avec injection de produits de contraste.
Pardon? Surtout le dernier mois. Surtout au cours du dernier trimestre. Le principe de précaution doit toujours planer et dominer. Tout examen non urgent, autre que l'échographie, qui peut être réalisé après l'accouchement, doit être retardé au-delà de cette date. Mais, si l'indication de l'imagerie est indiscutable et si l'injection de produits de contraste est indispensable, dans ce cas, il est possible de réaliser cet examen à n'importe quel moment de la grossesse. Par conséquent, une radiographie thoracique peut être utilisée, bien que son apport diagnostique dans l'embolie pulmonaire n'est pas très important. Elle ne sera réalisée qu'en cas d'anomalie auscultatoire, avec bien sûr les précautions nécessaires pour ça, c'est-à-dire l'abdomen qui doit être protégé et généralement les doses délivrées ne dépassent pas 0,01 mg pour le fœtus et 0,1 millisievert pour la mère. Cette radiographie est importante à réaliser parce qu'elle peut guider notre démarche diagnostique ultérieure. Si la radiographie thoracique, elle est normale, un simple scintigraphie de perfusion seule pourrait faire le diagnostic. Par contre, si la radiographie thoracique, elle est anormale, on doit demander un angioscanner. Sur le plan pratique, il serait plus logique de commencer par un examen beaucoup moins invasif qui est l'échodoppler des membres inférieurs. Et d'ailleurs, actuellement, les stratégies vont plus dans ce sens-là. Pour rechercher une thrombose veineuse profonde chez la femme enceinte, on va demander donc une échodoppler. En cas de présence d'une thrombose, le diagnostic est fait. Donc, le diagnostic d'embolie pulmonaire sera retenu et on va arrêter les investigations. Par contre, en cas de persistance de doute diagnostic, on peut compléter par une IRM des membres inférieurs. Si négative, on va poursuivre les investigations. Si positive, on va retenir le diagnostic. Poursuivre les investigations en demandant soit un angioscanner, soit une scintigraphie. Chacun de ces examens a ses avantages et ses inconvénients. Le scanner thoracique est un examen invasif, il est presque toujours disponible, avec de bonnes performances diagnostiques, surtout dans ce contexte-là. Il peut, par exemple, éliminer une dissection de l'aorte ou bien d'autres pathologies. C'est un examen qui est peu irradiant pour le fœtus, mais avec injection de produits de contraste. Et en plus, l'irradiation de la mère est loin d'être négligeable, avec l'irradiation de la poitrine de la mère, et on a décrit des cancers de sein chez des patientes qui ont bénéficié au cours de leur grossesse d'un angioscanner. Par conséquent, il faut prendre toujours les précautions nécessaires pour ça et utiliser un protection. Les seins sont plus sensibles parce qu'elle est enceinte. Parce qu'elle est enceinte. Pour la scintigraphie, elle est moins disponible. Rentabilité diagnostique aussi valable. Donc, une scintigraphie de perfusion normale permet d'éliminer le diagnostic. L'irradiation du fœtus est plus importante avec la scintigraphie qu'avec l'angioscanner, mais l'irradiation de la mère est moins importante et surtout on n'a pas d'injection de produits de contraste. Lequel utiliser de ces examens? Eh bien, il n'y a pas de consensus. L'indication de tel ou tel examen doit tenir compte surtout de la disponibilité, du coût et bien sûr de l'acceptabilité. Et quel que soit l'examen choisi, il faut toujours aller jusqu'au bout d'une stratégie validée. L'angioscanner, s'il est réalisé, le radiologue, les radiologues doivent prendre certaines précautions, surtout en modifiant des paramètres techniques, temps d'apnée, les doses, etc., avec utilisation d'un cache-sein et de tablier plombier chez la femme enceinte. Je vais vous proposer quelques algorithmes, je le dis bien, il n'y a pas de consensus pour la démarche diagnostique devant une suspicion d'embolie pulmonaire. Ce sont des algorithmes qui ont été proposés par les sociétés de savants. Je commence par les américaines. En cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte, on va voir les membres inférieurs. Si on a des signes de thrombophlébite périphérique, on va commencer par une échodoppler. Si positif, on traite, le diagnostic sera retenu et on arrête les freins. En cas d'absence de signes en faveur
d'une thrombophlébite périphérique ou bien en cas de négativité de l'écho-Doppler, on va commencer par une radiographie thoracique. Si elle est normale, on va compléter par une scintigraphie pulmonaire. Si négative, on arrête les frais. Si positif, on va traiter. Si la scintigraphie n'est pas concluante ou bien si la radiographie elle est anormale, on va commencer par on va demander un angioscanner. Donc, s'il est négatif, le diagnostic est éliminé. Positif, on traite. S'il persiste un doute diagnostique, on peut proposer des écho-Doppler en série. Une fois par semaine, après 3 jours, tout dépendra de la suspicion clinique et tout dépendra de la disponibilité, bien sûr. Pour les Européens, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, ils évaluent la probabilité clinique, mais c'est une évaluation empirique. Il n'y a pas de score validé chez la femme enceinte. En cas de faible probabilité clinique et dose lididimère, et là aussi, aucun seuil n'a été validé chez la femme enceinte. S'il est négatif, donc pas de traitement. S'il est positif, il faut compléter par une écho-Doppler des membres inférieurs. Cet écho-Doppler des membres inférieurs sera demandé en cas de forte suspicion clinique. Là aussi, si elle montre une thrombose veineuse proximale, le diagnostic est retenu et donc on va traiter, on arrête les frais. Si négatif, on va compléter soit par un angioscanner, soit par une scintigraphie. Les recommandations canadiennes. En cas de suspicion d'embolie pulmonaire, on va commencer par l'écho-Doppler des membres inférieurs. Donc positif, démarrer le traitement. Négatif, scintigraphie. Tout dépendra du résultat de la scintigraphie. En cas de forte probabilité, on retient le diagnostic. Normal, ça élimine le diagnostic. Sinon conclusif, on va revenir à la probabilité clinique, à l'évaluation de la probabilité clinique. En cas de forte présomption de clinique d'embolie pulmonaire, on va compléter par un angioscanner. Sinon, ça sera une écho-Doppler en série. La Société française d'anesthésie réa recommande, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, et avec, bien sûr, embolie pulmonaire, tout dépendra ici de la gravité. En cas d'embolie pulmonaire grave, avec une instabilité hémodynamique, on va commencer par une ETT. Si elle montre des signes de cœur pulmonaire aigu, on arrête les frappes, on considère le diagnostic posé, on traite la malade. En cas de stabilité clinique, on va demander, outre le bilan initial, une écho-Doppler des membres inférieurs. Positif, on traite. Négatif, on complète par soit un angioscanner, soit une scintigraphie pulmonaire de perfusion. Si le diagnostic est retenu, bien sûr, on va traiter. Si persistant, si les deux examens ne sont pas conclusifs, on peut proposer même une angio pulmonaire. Et l'IRM pulmonaire. Et l'IRM pulmonaire avec l'angiographie, l'ARM. Angio-IRM. Elle a la même sensibilité. La même sensibilité que l'angiographie. Comme vous voyez, il n'y a pas de véritable consensus. Par conséquent, toute stratégie adoptée doit être une stratégie qui vise à surtout proposer les moyens, les moins invasifs. Et en cas de poursuite des investigations, il est très important d'informer les parents et la mère sur les risques d'irradiation. Dans ce cadre-là, la prise en charge doit être pluridisciplinaire et la famille doit avoir la parole, si elles acceptent ou pas. Donc il est très important de prendre en considération ça. Prise en charge pluridisciplinaire, bien sûr, le médecin traitant, entre autres le pneumologue, le gynécologue, le réanimateur, le radiologue. Venons maintenant au traitement de l'embolie pulmonaire au cours de la grossesse. Concevez bien, avec les risques fœtaux et maternels, le traitement ne peut se concevoir qu'en milieu hospitalier. Par conséquent, la malade doit être hospitalisée. Le suivi ne sera autorisé à titre externe que 2 semaines après le diagnostic et bien sûr après la prise du traitement. Et surtout, on exige la stabilité hémodynamique de la patiente et l'activité et la viabilité du fœtus. Pour le traitement anticoagulant, les HBPM constituent la clé de voûte de l'anticoagulation chez la femme enceinte. Les HBPM
sont préférés à l'héparine non fractionnée. Il n'y a pas de passage de la barrière placentaire avec les HPPM. C'est sans conséquence sur l'allaitement, pas d'effet malformatif phototoxique chez l'animal, et en plus, le risque d'ostéoporose et de thrombopénie sont moins importants qu'avec l'héparine non fractionnée. Mais leur pharmacocinétique est influencée par l'état gestationnel, avec surtout une clairance croissante, d'où la nécessité d'une surveillance de l'activité A pour avoir une fourchette entre 0,5 et 1 unité par millilitre. Cependant, le coût de ce dosage et l'absence de corrélation avec les événements cliniques rend controversée l'indication d'un tel dosage et d'une telle surveillance. Et d'ailleurs, sur le plan pratique, personne ne préconise la réalisation la surveillance de l'activité antidisable chez les malades sous HPPM. Le seul risque avec les HPPM, c'est le risque d'hématome épidural et d'hémiplégie si les HPPM ne sont pas arrêtés à temps et si on prévoit une anesthésie péridurale. Quel HPPM utiliser? Là aussi, il faut tenir compte de la disponibilité et du coût. Aucune étude n'a montré une supériorité d'une HPPM par rapport à une autre. On peut utiliser donc la tanzaparine, l'enoxaparine, la détéparine, etc. L'héparine non fractionnée ne sera indiquée qu'en cas d'insuffisance rénale ou bien en cas d'une indication à un arrêt brutal et rapide de l'anticoagulation, à savoir des situations à haut risque d'hémorragie ou bien en cas d'indication d'une chirurgie imminente. Lorsqu'elle est indiquée, l'héparine non fractionnée sera administrée par voie intraveineuse à la seringue électrique pendant 5 jours, puis relais par la voie sous-cutanée jusqu'à l'accouchement. La surveillance, bien sûr, par le TCA, qui doit être 2 à 3 fois le témoin en curatif, avec une NFS qui sera demandée 2 fois par semaine au cours des 3 premières semaines, puis 1 fois par semaine jusqu'à l'accouchement et jusqu'à l'arrêt du traitement, jusqu'à la pause. Les nouveaux anticoagulants, le fondaparinux et le danaparawid, ne seront utilisés qu'en cas de thrombopénie induite par l'héparine ou bien en cas de réaction allergique au HPPM. Les autres anticoagulants ont un faible poids moléculaire, par conséquent, ils risquent de passer à travers la barrière placentaire et donc ils sont contre-indiqués dans ce contexte. Pour le traitement de l'embolie pulmonaire grave, c'est-à-dire une embolie pulmonaire avec instabilité hémodynamique, ou bien une embolie pulmonaire avec une hypoxémie réfractaire, ou bien une embolie pulmonaire avec dysfonction ventriculaire droite, dans ce cas, on va recourir à une thrombolyse en dépit des risques hémorragiques importants. Et généralement, on utilise le RTPR parce qu'il est le moins allergisant et sa durée, une courte durée de vie. Généralement, on donne 100 mg à passer en 2 jours. Une embolie pulmonaire qui est diagnostiquée près du terme, c'est-à-dire après la 37e semaine d'aménorrhée. Dans ce cas, la malade doit être hospitalisée d'office dans une maternité de référence, à côté d'un service de chirurgie vasculaire, à côté d'un service de réanimation, etc. L'héparinothérapie doit être démarrée et si la patiente présente une thrombose veineuse périphérique, on doit mettre en place un filtre CAF. En même temps, nous devons faire une induction du travail. Mais même si on doit programmer l'induction du travail, mais même si l'induction du travail est programmée, l'entrée en travail et sa durée restent toujours imprévisibles. Une fois la malade entre en travail, ou bien si la décision de césarienne a été indiquée, dans ce cas, il faut stopper l'héparinothérapie et la réverser par la protamine. Elle agit au bout de 5 minutes avec une durée d'action d'environ 2 heures. Chose capitale, le diagnostic d'embolie pulmonaire sans signe de gravité ne doit en aucun cas recourir à une césarienne systématique. Donc, pas d'indication à la césarienne de façon systématique, même en cas de diagnostic d'embolie pulmonaire, s'il n'y a pas bien sûr des signes de gravité. Le timing de la réinitialisation du traitement anticoagulant dépend de la date de survenue
diagnostic de l'embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire diagnostiquée moins de 1 mois avant l'accouchement. Dans ce cas, l'héparine peut être redémarrée une fois l'hémostase est faite et complète après la délivrance. Par contre, une embolie pulmonaire qui date depuis des mois, plus que 1 mois de l'accouchement, l'héparinothérapie, le redémarrage de l'héparine doit être plus prudent et généralement plus de 12 heures après la délivrance. Le diagnostic ou bien la découverte d'une embolie pulmonaire massive ou bien d'une embolie pulmonaire s'aggravant après la 37e semaine d'aménorrhée impose une prise en charge pluridisciplinaire et le premier geste à faire, c'est d'extraire le fœtus. La thrombolyse n'est pas recommandée, au contraire, on recommande plutôt une embolectomie chirurgicale ou bien percutanée. La thrombolyse étant donné les complications inhérentes à la thrombolyse dans ce contexte-là et dans cette situation-là, donc on préfère une embolectomie chirurgicale. D'ailleurs, les Français recommandent en cas d'embolie pulmonaire, bien sûr, confirmée, et si l'embolie pulmonaire n'est pas massive, en tenant compte du terme, si le diagnostic est fait à plus de 1 mois du terme, HVP1, à moins de 1 mois du terme, donc l'héparine non fractionnée avec mise en place d'un filtre car temporaire. En cas d'embolie pulmonaire massive, si le diagnostic est fait plus de 1 mois après, du terme, héparine par voie héparine non fractionnée, thrombolyse si le cas, moins de 1 mois du terme, césarienne d'urgence, embolectomie chirurgicale ou bien percutanée. Pour les anticoagulants oraux, il a été démontré que les anticoagulants oraux ont un passage placentaire, ils sont à l'origine de tératogénicité et de risques malformatifs chez le fœtus, avec des anomalies du système nerveux central, notamment une microcéphalie, avec des hémorragies fœtales et néonatales importantes, risque d'avortement, risque hémorragique pendant la grossesse. Par conséquent, ils seront tous contre-indiqués dans ce contexte-là. La durée du traitement anticoagulant. Il faut poursuivre le traitement anticoagulant au moins 6 semaines après l'accouchement. 3 mois sont recommandés après l'accouchement s'il y a une immobilisation de plus de 3 jours, ou bien s'il y a recours à la chirurgie. Si aucun facteur de risque n'a été identifié, le traitement anticoagulant sera poursuivi 6 mois après l'accouchement. Après l'accouchement, il y a l'allaitement. La warfarine est autorisée aux USA. L'héparine non fractionnée et les HVPM sont autorisés et peuvent être utilisés. Par contre, les autres anticoagulants sont tous à proscrire. Et le fondaparinux, c'est une alternative en cas d'allergie ou bien de thrombopénie, ne peut être utilisé au cours de l'allaitement parce qu'il y a un risque de passage dans le lait maternel. Donc vous voyez que le diagnostic n'est pas facile, le traitement est encore plus difficile. Il faut insister sur la prévention. Et la question qui se pose, quelles sont les femmes qui doivent bénéficier d'un traitement prophylactique au cours de la grossesse? Eh bien, il y a 2 scores. Le score de Darboux et le score de Scholler. Les femmes qui ont des antécédents de thromboembolie au cours de la grossesse doivent bénéficier d'une prophylaxie, ainsi que les femmes qui ont des antécédents de thrombopathie veineuse périphérique. Les femmes qui ont un déficit en antithrombine et les femmes âgées. Selon le score, la durée et de la prévention est variable. D'après Darboux, le traitement doit être instauré au cours du 3e trimestre si le score est entre 3 et 5. Et s'il est supérieur à 6, la prophylaxie doit être maintenue du début de la grossesse jusqu'à sa fin. D'après Scholler, entre 5 et 11, la malade doit bénéficier d'une prophylaxie tout au long de sa grossesse. Si le score est égal à 4, c'est une prophylaxie au 3e trimestre. Et si le score est supérieur à 12, on peut même prescrire des HVPM à dose curative. Bien sûr, à côté de ce traitement préventif anticoagulant, il faut insister sur la contention élastique et recommander quel que soit le niveau de risque. Donc pourquoi
l'embolie pulmonaire et bien sûr est en complication redoutée au cours de la grossesse, mais sa gravité tient surtout au retard ou à l'absence du diagnostic. Un diagnostic de certitude est indispensable. Il ne faut pas traiter en excès une embolie pulmonaire. L'indication et la prescription des différents examens doivent être, comme je l'ai dit, bien posée et bien pesée. Aucun examen d'imagerie n'est contre-indiqué. Il ne faut pas surestimer le risque, mais il ne faut pas surtout sous-estimer le risque. L'examen le plus irradiant étant celui qui n'apporte aucune information contributive. C'est une radiographie thoracique pour ta femme, je ne peux pas dire un Hospitalisation normale, il n'y a pas de raison de demander une radiographie thoracique. Il ne faut pas surtout sous-estimer le risque. Il faut avertir les parents et la famille des éventuels risques d'information. Surtout ne pas garantir un bébé normal, mais même au cours d'une grossesse normale, il y a 2 à 3 risques, donc 2 à 3% de risque de malformation, je dirais naturelle. Bien sûr, tout protocole doit viser à réduire au maximum les radiations et les examens ne doivent pas être redondants, sans compromettre bien sûr la fiabilité du diagnostic. Scanner là, le magic, je me suis d'autres recours, scintigraphie magique, je me suis etc. C'est pas possible. Le traitement opératif il est à base de HPPN et la prise en charge, bien sûr, doit être pluridisciplinaire, surtout dans la période de l'accouchement en périnatale. Voilà, j'espère avoir été pratique et surtout j'espère avoir été Merci Madame Ariel, votre exposition est claire, nette. Peut-être des questions pour Madame Ariel. C'était clair? Comment ça se fait qu'il est moins fréquent que le troisième trimestre qu'au deuxième? C'est 25%, 50%, 25%. Alors, l'hypervolémie, c'est surtout au cours des 2 premiers trimestres. L'apogée vers la 20e L'hypervolémie. L'hypervolémie. Et puis après, la taille de l'utérus. Sur le plan pratique, ça va être comment convaincre une femme enceinte de faire un examen d'imagerie. Parce que généralement, les services de radio continuent à demander aux patients, à leur mari, de signer avant de faire l'examen. Encore, tu as un patient qui ne charme pas. Donc, sur le plan pratique, est-ce qu'on est autorisé, sur le plan légal, est-ce qu'on est autorisé de traiter une embolie pulmonaire? Non. Le consentement de la famille. واحدة عندها grossesse précieuse بعطيك شيء mal formé ولا بعطيك تعمل hémorragie. Bon, كما قلنا il ne faut pas surestimer, il ne faut pas sous-estimer. باش نقولوا لا le risque مثلا minime, on va doser ما تعطيش, اما le risque existe comme 2 à 3% de malformation entre parenthèses naturelles. Donc plus l'âge gestationnel augmente, moins le risque diminue et en plus les doses sont utilisées avec des nouvelles techniques. Les doses utilisées, les doses utilisées ne sont pas importantes et généralement l'interruption de la grossesse n'est autorisée que pour une dose totale supérieure à 100 mg, ce qui est pratiquement... Concernant l'échographie cardiaque et l'ECG, l'échographie cardiaque, en cas, les Français la préconisent en cas d'embolie pulmonaire avec instabilité hémodynamique. Ah, mais si elle est négative, elle montre pas de signe de cœur pulmonaire aigu, mais elle traite comme signe électrique chez la femme enceinte. De toute façon, on parle tachycardie de façon physiologique. Donc, la femme est il y a un examen qu'on sous-estime, c'est l'échographie pratiquée par un médecin ou un neurologiste. Pendant le protocole européen, vous avez, c'était la compression échographique. Ce n'est pas l'échographie, c'est un examen qu'on fait apprendre en 2 heures aux urgentistes. C'est comprimé en 2 points et c'est très sensible et c'est spécifique. Elle devient plus spécifique si on le refait 7 jours après. Donc on peut apprendre l'examen en série. D'autre part, c'est fait par un urgentiste ménager des douleurs thoraciques indiquées par l'échographie thoracique. C'est très alarmant. Dans le reste, il y avait une séance sur l'échographie thoracique. C'est l'examen idéal pour ménager une femme enceinte par l'échographie. Des petits épanchements, un petit syndrome alvéolaire sous pleuro et les autres douleurs thoraciques. Est-ce qu'on peut proposer que c'est une femme enceinte qui a des antécédents de thrombose et veineuse profonde et les échos Doppler
de façon systématique, même si elle n'a pas de symptômes, bien sûr, l'expertome. Et si jamais on trouve une thrombose, est-ce qu'on traite, on traite. En cas de thrombose veineuse, si elle a des antécédents avec facteur de risque, déjà dans le femme quand je suis passée un peu rapidement, antécédent de thrombose veineuse proximale, embolie pulmonaire, avec facteur de risque transitoire, la facteur de risque vraiment distal. Donc même si elle a une phlébite auparavant, aux femmes à l'alitement, aux femmes à la prise de poids, aux femmes à l'âge, etc., on fait les écotopiens de façon itérative. Le tabac, ce n'est pas un facteur de risque d'embolie pulmonaire. De façon physiologique, ils peuvent être multipliés à la capacité. Une question pour les antivistes médicales. Pour les antivistes médicales. Pour les embolistes simples et au deuxième trimestre, je pense que c'est. On va passer à la dernière conférence pour parler de la conduite à tenir devant une HDR.